Producteur de cinéma, de théâtre, de musique, Douglas Lemenu ne va pas où les projets le portent. Il aime être utile à vivre et à aimer, comme le dirait Étienne Rodagil dans la bouche de Julien Clerc. À quoi sert un projet s'il est désarmé? Une fiction, un morceau, un spectacle. Douglas Lemenu aime y aller à fond pour la cause, pour une cause, la lutte contre le racisme, l'extrême droite, l'homophobie, la haine tout court. Douglas, bonjour. Bonjour Joseph. Alors oui, à quoi sert un spectacle ou un film s'il est désarmé, justement, s'il n'y a pas une dimension politique, selon vous? Déjà, c'est une très très belle introduction, être utile à vivre et à aimer. Je trouve que c'est une très très belle introduction. Sur le sujet de l'utilité d'un projet et la dimension politique du projet, moi je place ma stratégie de producteur, en tout cas ma ligne éditoriale, sur l'envie de raconter des histoires, mais des histoires qui font sens. Et tu parlais là tout à l'heure de la cause, et plus généralement des causes, et vraiment par prolongement, raconter la vie de ceux qui n'ont pas le moyen de le faire. Et je suis intimement convaincu qu'il y a des vies qui sont moins racontées que d'autres. Et mon envie aujourd'hui, c'est de parler pour tous ces gens, ces oubliés. Je parle très très souvent des classes des dominés et des dominants, et je suis intimement convaincu par les projets que je porte de la dimension politique, parce que justement c'est de leur donner la parole sur plein de projets, on en parlera tout à l'heure. Et je pense notamment, et c'est Édouard Louis qui j'allais y venir. J'avais l'impression qu'on parlait de lui. Alors, Édouard Louis le dit très justement dans son livre qui vient de sortir, qui est une discussion avec Ken Loach sur dialogue sur l'art et la politique, où justement il dit que l'art sert à montrer, l'art doit rendre le monde insupportable parce qu'il l'est véritablement dans la réalité, et que plus on rendra le monde insupportable par l'art, alors ça va donner envie aux gens de le rendre plus supportable et plus beau. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il faille faire des fictions édulcorées. Toi, tu serais vraiment un enfant du couple Édouard Louis et Ken Loach. Oui, complètement. Mais les deux. C'est les deux. Oui, et même plus loin, même Geoffroy de la Gagnerie, qui a écrit un bouquin qui est absolument super, qui s'appelle Penser dans un monde mauvais, où justement il dit que dès lors que l'on écrit, que l'on cherche à faire de la littérature, bien sûr qu'il y a une démarche pour façonner le monde. Et si on cherche à façonner le monde et à changer le cours de l'histoire, c'est forcément un processus où on s'engage. Et on ne peut pas nier la dimension politique. Et pour le coup, c'est vraiment ce que moi je ressens dans mon travail de producteur, c'est-à-dire de porter des projets avec une véritable dimension politique, parce que je suis intimement convaincu que l'art doit servir à changer les choses véritablement. Et ça, quand tu l'entends dans la bouche des politiques, tu y crois à ce discours? Je ne suis pas sûr qu'eux ont cette volonté de vouloir changer les choses. Ça, c'est sûr, et on le voit aujourd'hui. Ouais. La volonté politique telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas du tout dans cette mouvance-là. D'ailleurs, c'est drôle. Moi, je viens d'une famille populaire, je viens de province, je suis un militant politique, et ça me fait toujours sourire quand je repense à Mélenchon, qui, lui, très souvent, quand il s'adresse aux classes populaires, en leur disant « ne faites pas le choix de l'abstention ». Il faut s'occuper de politique, parce que quoi qu'il arrive, la politique s'occupe de vous. Et je trouve que c'est très juste, parce qu'il y a un vrai intérêt à s'occuper de la chose politique, parce que la politique guide nos vies. Et ce qu'il faut bien avoir conscience, et Édouard Louis le raconte très très bien, c'est que les gens qui font de la politique, qui nous imposent des décisions politiques, et parfois la violence des décisions politiques, ou plutôt même la violence des décisions politiques, les classes des dominés ne peuvent pas s'extraire de la vie politique, de la décision politique. Mais ceux qui font les lois, ceux qui font de la politique, eux, ont tous les moyens de s'extraire de la décision politique. Voilà. Parle-nous du Petit Bougnoul. Le Petit Bougnoul, c'est un sublime film. C'est un court-métrage qui est écrit par Yamin Dib, qu'il a écrit dans les années 2010. Il est venu me voir en 2013 avec ce projet, parce qu'il cherchait un producteur, il voulait le réaliser. On vient de terminer le scénario. C'est un film absolument génial. En tout cas, c'est tout ce que moi j'aime voir en fiction. C'est-à-dire, c'est pas une fiction édulcorée, et en même temps, tout est suggéré plutôt que montré. C'est vraiment une volonté du réalisateur de suggérer plutôt que montrer, de ne pas surligner, de ne pas appuyer. C'est l'histoire de sa famille.
sa famille qui est arrivée dans un petit village de l'Ain dans les années 70, une première famille arabe, les parents et les 8 enfants. Et le film montre comme ça les hostilités du village, parce que voilà, le village n'est pas prêt à accueillir une première famille arabe dans les années 70. Et le film va montrer toutes les hostilités contre ce petit bougnoul, Yamin, qui a 8 ans, et puis les hostilités contre sa famille, jusqu'à l'hostilité suprême qui va être l'accident de voiture. Yamin va se faire renverser, va être plongé dans un long coma, et le coma va être pensé un peu comme une renaissance. Il aura toujours 8 ans en sortant de ce coma, mais avec un vrai regard d'adulte sur ce qu'est la vie. Et le regard des habitants du village, lui, a changé ? Légèrement. C'est drôle parce que le film s'ouvre avec un copain de sa classe qui le bouscule et qui l'insulte de petit bougnoul. Lui ne sait pas ce que c'est. Et il prend conscience en grandissant de ce qu'est l'insulte, le petit bougnoul. Et même de montrer que l'enfant qui prononçait l'insulte, le petit bougnoul, ne savait pas du tout ce qui leur tournait. Que c'est des choses qu'on entend dans la famille, par les parents, par les amis, etc., sans savoir précisément. Les enfants se construisent avec tout ce qu'ils ont autour d'eux, sans véritablement avoir les armes pour savoir précisément ce que c'est. Et quand il l'insulte et qu'il lui dit « t'es un petit bougnoul, tu sens la semoule », ce petit garçon, Olivier, à la fin du film, on le verra, finalement a été chamboulé par cet accident. On va parler de Christophe Botti. Tu produis ces pièces de Christophe, c'est plus petit bougnoul, c'est plutôt petit PD, hein, là. Hein, oui, c'est plutôt ça. Et en même temps, Christophe a écrit un très très beau texte qui s'appelle Frères du Bled, oui. Qui est une sublime pièce. Ah, je ne la connais pas. Une très très belle pièce. Alors, la trilogie, Un cœur sauvage notamment, la rencontre avec Christophe Botti, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Je vais essayer d'être bref, mais elle remonte maintenant à bientôt 15 ans. J'ai découvert le travail de Christophe sur Internet. Quand j'avais 13 ans, il avait écrit Un cœur sauvage et j'avais vu la pièce sur Internet. Et c'est par cette pièce... C'était sa première pièce Je ne suis pas sûr que ce soit... C'est la première de la trilogie. De la trilogie, voilà. C'est le premier volet de la trilogie. Et donc j'ai découvert cette pièce à l'âge de 13 ans. Et c'est avec cette pièce que je me suis rendu compte que j'étais gay. Et Christophe m'a appelé 10 ans plus tard en me disant... voilà, pour te le dire. Non, pas pour me le dire, mais pour me dire, j'aimerais que tu produises le retour de Cœur Sauvage au théâtre. Donc on a produit à Paris en 2019 le retour de Cœur Sauvage pendant 4 mois. Et voilà, Cœur Sauvage, c'est aussi un projet qui s'inscrit, comme le petit bougnoul, sur des projets que j'ai tendance à labelliser un peu de projets d'utilité publique. Et Cœur Sauvage, c'est vraiment... ça met en scène ce personnage de Matan qui découvre sa sexualité. C'est un triangle amoureux où les jeunes se cherchent à l'adolescence, explorent. Et en même temps, c'est la peur de l'autre. Mon neveu est venu voir la pièce en 2019 et en sortant, il me dit ah, c'est drôle, mais parfois quand même, je me rends compte qu'au collège, je suis un peu con quand je me moque du garçon qui est un peu gros. Et je me dis... Vraiment, on a réussi quelque chose avec cette pièce, par l'écriture qui est très simple et qui est très accessible, mais il a réussi, lui, à opérer ce transfert sur la sexualité et sur toutes les différences. La grossophobie. Oui. Et je trouve ça vraiment, vraiment super. Après, c'est des projets qui sont très particuliers parce que c'est des projets qui ne sont pas très grand public, c'est des projets niches, qui sont compliqués à mettre en place et à financer. Et en même temps, je suis convaincu que c'est par là qu'il faut aller. En tout cas, moi, vraiment, ma place est dans ces projets-là. Il y a aussi un autre projet que tu fais en ce moment, c'est Fais pas ta RH. Alors c'est quoi ça ? C'est la souffrance en entreprise, c'est alors sur un angle humoristique et réaliste à la fois. Et réaliste, tout à fait. C'est une série qui est un petit peu pensée sur le format à Caméra Café, par exemple. C'est une série institutionnelle qui m'a été commandée par voilà, école. C'est une commande cette fois. C'est une commande par SubDRH, qui est une école de formation spécialisée dans les ressources humaines, qui souhaitait un programme audiovisuel pour alimenter leur formation, où ils forment des jeunes, des futurs chargés RH. Et l'idée de Sophie Cavaliero, qui est la créatrice et l'autrice de la série, c'était de réinventer une série de fiction à destination pour une exploitation institutionnelle. Et donc de créer des personnages, des situations dans des décors récurrents, la vie d'une entreprise et d'y traiter dedans des sujets RH. Et chaque épisode vient alimenter un cours qui est dispensé par l'école et qui vient leur donner les clés de compréhension,
et venir mettre en lumière des situations en entreprise sur le droit, sur la paye, sur les notes de frais, sur la rémunération, sur les dirigeants. Voilà, tous les sujets sont abordés. La première saison, c'est 89 épisodes de 4 minutes. Et on vient de signer tout juste la deuxième saison qui sera en tournage en septembre. D'accord. Donc là, on est en temps de Covid. Je te l'apprends ou tu le sais ? Ouais, ça, malheureusement, je le sais que trop bien. D'accord. Donc, concernant l'art, le théâtre, etc., on nous dit que c'est non essentiel. C'est peut-être vrai, alors, que c'est non essentiel ? Est-ce qu'ils arrivent à te convaincre au bout d'un an de supplice chinois ? Je crois que tu as tout dit, au bout d'un an. Et on se rend compte que rien n'a été fait. Rien n'a été anticipé, rien n'a été planifié. Et qu'un an après, on en est toujours au même stade. C'est-à-dire que la France est réputée dans le monde pour sa culture, la fameuse exception culturelle, pour sa gastronomie. Et on se rend compte qu'un an après, tout ça n'existe pas dans ce pays. Et ce monde me révulse, ce gouvernement, je hais ce gouvernement. Je trouve que c'est une volonté politique. Demain, s'ils veulent rouvrir, c'est une vraie volonté politique. Ça nécessite de revenir sur une décision. Envoie un SMS à Macron, non ? Je pense qu'il le sait, les artistes l'ont bien sensibilisé ces dernières semaines. D'accord. Mais je veux dire par là qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est une vraie volonté politique. Si demain ils veulent rouvrir, avec des règles bien sûr, avec de la distanciation, avec des jauges limitées, c'est possible. Mais en tout cas, on ne peut pas imaginer une société sans culture. Ça fait un an que ça dure. Et quand j'entends ce gouvernement, la ministre de la Culture ou le Premier ministre nous dire que le secteur de la culture est un des secteurs les plus aidés, il faut quand même leur rappeler que les gens ne demandent pas l'aumône, ils veulent juste travailler et que ça ne suffira pas à faire taire les intermittents. De leur dire on a mis de l'argent sur la table en attendant que les gens ont besoin. Nous, on a besoin de créer. Les tiroirs sont pleins de pièces, de scénarios. Les gens ont envie. Alors, c'est chouette pour la télé parce que les tournages continuent. Le cinéma, on ne sait pas comment ça va redémarrer parce qu'il y a quand même beaucoup de films en attente. Ça va démarrer en trombe, mais il ne va pas y avoir de place pour tout le monde. Il y aura forcément des laissés pour compte, c'est évident. Et même au théâtre, les programmations des théâtres sont bouclées. On ne sait pas quand ça va rouvrir. Donc, les contrats se décalent comme ça. Malheureusement, il y a des compagnies qui ne pourront pas relever la tête parce que ça a été trop compliqué. Un an de fermeture, c'est énorme sur des projets de théâtre où c'est des économies tellement particulières, il y a peu d'argent dans le théâtre, on le sait. Et ça va être le cas aussi pour les films, pour les films d'auteur où il y a peu de budget. Je sais que tu devrais être au Festival Off d'Avignon cette année, que l'année dernière tu devais y être aussi et que ça a été annulé comme chacun sait. Là, est-ce que tu es optimiste ? En tout cas, on est prêt. On s'est mis en heure de bataille pour être prêt et pour jouer Mariage contre la montre, une pièce qui est mise en scène par Christophe Botti, qui est écrite par le Québécois Sid. Les répétitions vont reprendre. On lance tout le travail avec les équipes de communication. Et en même temps, c'est très très compliqué de se projeter parce que même le Festival Off est en train de réfléchir à comment tenir cette édition dans ces conditions, c'est-à-dire en même temps les mesures sanitaires, des mesures fortes sur les aspects écologiques, c'est-à-dire fini le tractage, fini les affiches. Avignon sans Avignon, quoi. Un Avignon très, très particulier. Et même nous, ça nous interroge de savoir est-ce que ça vaut la peine d'y aller dans ces conditions. Oui. À ton avis, de producteur, est-ce que ça vaut la peine ? Moi, je crois que dès lors que l'on pourra jouer, il faut le faire parce que c'est ce qu'on réclame depuis si longtemps. Donc, bien sûr, si le festival se tient, on sera là. Maintenant, j'espère qu'il y aura un véritable accompagnement des pouvoirs publics parce que cette édition, Avignon coûte beaucoup, beaucoup d'argent pour les compagnies qui souhaitent le faire. Et on n'y arrivera pas. Dans ces conditions-là, on n'y arrivera pas. On parle en ce moment de jauge dégradée, 35%. 30-35. 30-35. Mais surtout, nous, on est dans une salle au Cinévox de 170 places, mais des théâtres qui sont parfois entre 40 et 80 places. 35% de 80, c'est ridicule. Je sais même pas. Tu vas jouer pour ta mère, quoi. Oui, c'est ça. Et je sais même pas comment les comédiens vont avoir l'envie de jouer, même s'ils ont cette envie depuis un an de retrouver le plateau, et c'est indiscutable. Ouais. Mais d'avoir cette énergie dans la salle de porter une pièce. Nous, c'est une comédie de boulevard. Je ne peux pas croire que cette pièce vale la peine d'être jouée s'il n'y a pas de public. On a besoin d'émulation du public.
Merci beaucoup Douglas d'avoir été là. Merci à toi. Bon courage à toi pour ce renouveau là imminent. Oui, merci beaucoup Joseph. À bientôt. Au revoir.